Merci beaucoup pour cet exposé très riche. Je pense que ça a donné du grain à moudre à beaucoup parmi nous qui ne sont pas des spécialistes de la physique quantique. Euh, alors, on a déjà plusieurs questions et je pense que dans un premier temps, et, on a tendance effectivement à opposer une approche scientifique, matérialiste et une spiritualité qui dépasserait ça. Et donc, on a pas mal de questions autour de ça. Peut-être une première, euh, comment on pourrait définir la conscience avec une approche physique quantique? Parce que je pense que la personne qui pose la question estime que la conscience pourrait être engendrée par la matière et dépendre d'un support physique. Je ne sais pas et je ne sais pas si quelqu'un sait. Je crois que la conscience reste un mystère entier, y compris pour les neurologues et encore moins pour la physicienne que je suis. Et je pense que si on commence à user de la physique quantique pour expliquer la conscience, on est encore dans une image réductionniste qui pense que le tout, c'est un ensemble d'éléments. Le tout est bien plus que ces entités, d'accord? Ici, pour la conscience, on a plutôt affaire à la complexité, à l'émergence. Au niveau biologique, c'est quelque chose qui est abordé par plusieurs scientifiques, c'est spécialistes de la complexité. Et donc, ce n'est pas. Donc, je pense que là, on est aussi dans une autre forme de matérialisme parce qu'on va essayer d'expliquer effectivement le cerveau avec ces entités. Donc, c'est encore une vision mécaniste d'après moi, puisqu'on va dire, puisque c'est un ensemble d'éléments, alors que je vous ai vraiment montré que cette vision réductionniste ne tient pas la route rien que pour la non-séparabilité, effectivement, qui sont décrits par la physique quantique, la conscience serait décrite par la physique quantique. Non. La physique quantique, pour moi, je sais à peu près les conditions qui permettent sa validité. Cela dit, il y a maintenant la biologie quantique qui se développe, c'est-à-dire que même si on a des molécules d'ADN qui, a priori, échappent, n'ont pas donc à la physique quantique, mais on commence à voir effectivement des phénomènes qui pourraient être expliqués par la physique quantique. Je n'exclus pas ça, mais je préfère, par rigueur scientifique, dire que pour l'instant, à ma connaissance, en tout cas, on ne peut pas au niveau de la conscience. Désolée, mais je ne pense pas. Si vous avez une source sûre, ça m'intéresserait. Mais... Une autre question qu'on la a reçue. perplexité aussi quelque part. Pardon, Inès, je ne voulais pas Oui. vous interrompre. Une autre question qu'on a reçue et dont vous avez un peu parlé par le principe de porosité, est-ce que la physique quantique démontre la limite de la pensée rationnelle? Oui, disons que c'est-à-dire que ça dépend à quelle question on veut répondre. Si on veut faire des prédictions, c'est-à-dire comme pour effectivement qui ont permis les applications, comme moi quand je fais de la théorie, je fais des prédictions aussi, loin des applications parce que c'est la recherche fondamentale. Je suis toujours amenée à raisonner, mais je pars de postulats. La raison, ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, et ça c'était la raison, elle pas ici, on la déploie à partir d'axiomes qui sont admis. Et ça fonctionne très bien, d'accord? Et donc, on a effectivement un accord entre, moi, j'ai des théories qui sont en accord avec des expériences, d'accord? Mais ça, c'est intéressant parce que ça rappelle la critique que faisait El Razali justement à la raison, c'est que la raison a nécessairement des prémices. Il y a toujours des points de départ, d'accord? Qui sont finalement d'ordre métaphysique, quelque part, d'accord? Les axiomes, on ne peut pas les démontrer par la logique. Donc, même dans notre forme de raisonnement de tous les jours, quelque part, on a des limites de la rationalité dont nous ne sommes pas nécessairement conscients. Parce qu'on prend pour acquis certains réflexes, certains mécanismes qui peuvent amener à des paradoxes très connus d'ailleurs dans l'histoire de la philosophie ou en mathématiques. Il y a plein de paradoxes. Il y a des théorèmes de limite, on va dire, de certains, même de l'idée d'ensemble qui sont définis par des propriétés, avec des éléments définis par une propriété. Vous voyez le problème de la propriété. Donc, mais la physique quantique, effectivement, à un moment, je dirais que oui, la rationalité ne nous permet pas, si on veut répondre à la question qu'est-ce que c'est que la matière que nous sommes en train d'écrire ou d'observer, là, la rationalité ne nous permet pas d'aller plus loin que elle nous permet de rien affirmer. Donc, on est encore une fois dans une approche négative là-dessus. Et l'expérience ne nous permet pas de trancher entre tous les discours issus de notre imagination qui sont en accord donc avec cette expérience. Parce que en fait, le cercle de Vienne, son but, c'était que l'expérience
était la seule capable de trancher en faveur d'une théorie ou d'une autre. Si je confonds une interprétation avec une théorie, même si ça peut se discuter, à ce moment-là, l'expérience n'est plus capable de me dire quelle est la bonne théorie. Donc là aussi, on est confronté à la limite de l'empirisme, si vous voulez, d'accord? C'est une option, en fait, philosophique qui ne tient plus la route, en quelque sorte, on va dire. Merci beaucoup. Une question qui concerne les évolutions actuelles dans la recherche en physique quantique et notamment en ce qui concerne ce que l'on peut décrire. Autrement dit, les physiciens peuvent-ils arriver à décrire et non plus simplement prédire? Pour l'instant, non. Ça dépend de quoi décrire quoi aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir, vous voyez, un bout de fer, disons, par exemple, un fil électrique qui est en métal. On peut décrire à peu près, ça dépend de ce qu'on appelle décrire. Là aussi, on décrit dans quels termes. On peut comprendre, par exemple, pourquoi est-ce que la matière ne s'écroule pas. C'est grâce à la physique quantique. Il y a un principe qui dit que les électrons ne peuvent pas se mettre dans le même état. C'est un principe d'exclusion, en l'occurrence. Sans ce principe d'exclusion, on n'existerait pas. D'accord? Donc, on peut décrire notre stabilité, par exemple. Mais donc ça, c'est à l'échelle macroscopique. On peut décrire des entités grâce à l'usage de principes de la physique quantique. On peut décrire donc des systèmes qui sont un ensemble d'électrons, comme dans les systèmes que je regarde, avec énormément d'électrons. On peut les décrire dans le sens… En fait, dans ce cas-là, la description, elle est un peu liée à la prédiction. Parce qu'en gros, je sais qu'est-ce qui va se passer si j'applique, par exemple, une tension électrique, qu'est-ce que je vais mesurer comme courant électrique. On peut avoir leurs propriétés, les propriétés, par exemple, les lasers, on peut les décrire quelque part. Hein, mais quand on cherche à isoler un système qui a un comportement quantique, en fait, c'est le fait qu'il soit isolé d'interaction avec l'environnement qui va donner un comportement quantique. Et donc, ce n'est pas tellement la taille. Dans ce cas, on ne peut pas décrire quelle est sa réalité, on ne peut pas lui attribuer une propriété. Si la description, c'est d'attribuer des propriétés, comme par exemple la vitesse d'un électron ou l'impulsion, cette propriété reste non définie avant qu'on fait la mesure. Après, nous, par exemple, dans mon domaine, on arrive à avoir des atomes macroscopiques avec des métaux supraconducteurs à fabriquer des atomes qui ont un comportement quantique, même s'ils sont bien plus grands qu'un électron. Mais la condition pour cela, c'est de baisser énormément la température. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est moins, c'est des degrés Kelvin, c'est énorme, il faut de l'hélium liquide pour ça. Et c'est comme ça qu'on a des phénomènes quantiques à cette échelle-là. Donc, les expérimentateurs avec lesquels je collabore, ils refroidissent leurs échantillons. Et donc, c'est ça qui est le plus gros de l'expérience, en fait. C'est le plus impressionnant, c'est le frigo. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais… Oui, oui, merci beaucoup. Oui, alors effectivement, l'idée qui vient à l'esprit, c'est que les mots sont insuffisants pour parler de ces réalités ou de cette réalité qui n'est pas quelque chose de tangible. Et dans ce contexte, on peut peut-être se poser la question de savoir si la notion de matière a encore un sens et si finalement elle ne fait pas partie de ces notions qui sont des obstacles à une compréhension un peu plus fine des réalités qui sont exposées dans la mécanique quantique. Je n'ai pas compris la fin de savoir si la notion de matière n'est pas plutôt un obstacle qu'une aide pour comprendre ce qui se passe à l'échelle quantique. Ah oui, mais c'est une très bonne question. En fait, je me pose toujours cette question quand je vois que mes collègues, disons dans notre milieu, on continue toujours à parler d'atomes et d'électrons comme s'ils existaient, comme si c'était des particules de nature et en fait, le langage est tellement insuffisant et tellement imprécis qu'il peut nous induire en erreur. Je suis entièrement d'accord. Je pense que ce dépassement, par exemple, le genre de dépassement qu'Heisenberg a fait, nous en avons besoin, mais c'est tellement pratique d'avoir des mots. En fait, on est toujours imprégné par la physique classique.
alors que les atomes, comme je vous ai dit, là, Heisenberg disait, je ne sais pas, ça m'énerve quand quelqu'un me demande ce que c'est qu'une particule. Et je crois que dans l'interprétation de à la fois des théories, quand on a affaire à des théories ou des expériences, je suis tout à fait d'accord que cette représentation qui reste réductionniste est un frein. Et en fait, en physique des particules aussi, il se pose énormément encore de défis. Peut-être que quelque part, si on arrivait à franchir, à voir un autre Heisenberg, on aurait peut-être une vision plus intéressante et on dépasserait peut-être qu'on ferait face aux défis qui sont posés en physique des particules, même aussi dans mon milieu. Il y a beaucoup de défis encore et beaucoup plus de choses qu'on ignore que de choses qu'on sait. C'est tout à fait. Merci beaucoup. Une autre notion qui est classique et que peut-être la physique quantique nous invite à remettre en question, c'est la notion de temps. On nous pose la question de comment la physique quantique définit la notion de temps. Alors, le temps, en fait, en physique, alors d'abord, c'est vrai que j'ai abordé rapidement dépasser le temps et l'espace. C'est l'expérience de non-séparabilité que j'ai décidé de ne pas la présenter aujourd'hui parce que je me suis intéressée, j'ai voulu présenter l'expérience des fentes de Jung. Théorique, disons, dans la théorie, en théorie, le temps est un paramètre externe. On ne le traite absolument pas comme en relativité. D'ailleurs, c'est un obstacle dans l'unification qu'on n'arrive pas toujours à avoir entre la relativité et donc la physique quantique, parce que l'espace et le temps en relativité sont plutôt liés, on va dire, ils ont un rôle un peu symétrique, ce qui n'est pas le cas en physique quantique. Il y a une séparation entre l'espace et le temps reste. Par exemple, quand on écrit une équation en fonction du temps, comme je vous ai dit avant la mesure, cette flèche qui est ma fève quantique, en fait, qui est cet outil mathématique, évolue dans le temps. C'est un outil de calcul probabiliste. Il nous permet de calculer la probabilité de mesurer la couleur, une évolution dans le temps qui est complètement réversible. Mais effectivement, par rapport à la non-séparabilité, le fait qu'instantanément, les résultats soient corrélés entre des phénomènes qui sont, je vous ai dit que les mesures, c'était c'était quelque chose de complètement indéterminé, on ne peut pas la déterminer en avance, donc c'est un hasard pur, qu'on est entre deux mesures, donc si on sépare deux fèves et puis qu'on ait deux personnes qui mesurent la propriété, par exemple la couleur, et que leurs mesures soient complètement corrélées alors qu'elles sont complètement aléatoires, effectivement, il y a certaines interprétations qui ont été amenées à remettre en question donc l'instantanéité, ce que c'est que le temps. Et ce sont encore des scénarios qui restent vraiment un peu farfelus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consensus du tout là-dessus. Donc, le temps, théoriquement, dans la pratique, dans la façon dont nous utilisons la physique quantique, ça reste toujours un paramètre extérieur. Une autre question qui a été posée, y a-t-il des éléments précurseurs de la physique quantique dans le courant? J'avoue que ce n'est pas du tout le genre de question qui m'intéresse spécialement. Je pense qu'il ne faut pas tirer par les cheveux des versets coraniques pour leur faire dire on va dire des résultats scientifiques. Et en plus, le statut de la physique quantique est complètement provisoire. Je vous ai parlé de constructivisme. La science est liée à notre façon de sonder le monde. Personnellement, je ne suis pas favorable à l'idée de vouloir, alors tout dépend de l'intention, de vouloir justifier la véracité d'un texte coranique en donnant encore l'autorité scientifique, finalement, quelque part, c'est une forme de scientisme, parce qu'on va considérer que les résultats scientifiques sont supérieurs à un texte, que ces vérités deviennent un peu le juge suprême qui vont prouver donc la véracité du texte. Je suis d'accord qu'il y a des ouvertures, une incitation à pratiquer la science, à observer, d'ailleurs qui a joué un rôle très important dans l'émergence de la méthode scientifique, puisqu'elle a motivé, les motivations étaient d'ailleurs d'ordre métaphysique dans l'histoire des sciences, mais je pense que je regrette vraiment qu'on passe tant de temps à essayer surtout parfois que c'est vraiment tiré par les cheveux, à faire je reçois parfois des mails d'ailleurs de personnes qui me disent oui voilà on a trouvé ceci en particules puis qui commencent à me parler de leur recherche. Je trouve ça dommage. Personnellement je pense que c'est du temps perdu et que c'est même pas que ça a même un manque
de respect du texte, de sa richesse, il y a tellement de niveaux d'interprétation possibles qui ne sont pas nécessairement de cet ordre-là. Et c'est ce genre de pratique, on ne le voit même pas dans les textes, dans les tafassirs, donc les interprétations historiques, par exemple chez Al-Razi ou d'autres, même s'il y a eu des progrès scientifiques, on ne va pas chercher à prouver que le Coran avait anticipé telle ou telle vérité. Ce n'était absolument pas dans cet état d'esprit-là qu'on abordait l'interprétation des textes. Cela dit, c'est normal qu'on soit sensible au texte en fonction de nos connaissances actuelles, puisque rien n'est figé, que l'interprétation aussi à la fois dépend, en fait, il y a un lien entre le sujet et l'objet qui émerge, qui est très important. C'est ça, je pense que le sens émerge de ce lien, ainsi que la vérité émerge de ce lien. Mais et que, effectivement, nous avons encore, selon cette porosité dont je parlais, nous sommes affectés par la façon dont nous voyons le monde, mais l'intention de montrer que le Coran avait anticipé quoi que ce soit me gêne. Voilà. Merci beaucoup. Une question sur le statut de l'observation et de l'observateur. Parce que c'est vrai que c'est aussi une notion qui est très déroutante dans la mesure où on réalise que l'action même d'observer a une influence sur le résultat observé. Pouvez-vous nous préciser un peu en quoi cette action d'observer peut-elle jouer ce rôle de sélection finalement du résultat? Ben, c'est juste le fameux problème dont je parlais de la mesure. En fait, il y a eu même dans les interprétations, pour vous montrer un peu comment le lien entre physique et métaphysique, disons, la séparation ne tenait plus, certaines classes d'interprétation faisaient intervenir la conscience de l'observateur. Et c'est vraiment des physiciens sérieux qui présentaient ça. Mais quand même, on peut aussi programmer, on peut mettre un appareil sans qu'il y ait un être humain à côté, et le résultat est quand même le même. Alors évidemment, il y a un opérateur qui a préparé la mesure, mais en fait, on a certains scénarios qui parlent d'écohérence. En gros, parce que je vous ai parlé d'isolation, c'est-à-dire que le système est quantique tant qu'il est isolé de son environnement, et on peut voir un appareil comme une sorte d'environnement macroscopique avec lequel va interagir le système. Et donc, il y a eu des interprétations qui essayaient même mathématiquement de montrer comment est-ce que cette action a lieu, mais il n'y a pas, selon moi, de solution satisfaisante à ce problème de la mesure. Alors après, par rigueur, je précise qu'il y a une interprétation qui a encore des adeptes jusqu'à nos jours, qui voulait absoludonc restaurer l'ontologie, c'est-à-dire que les propriétés sont là avant la mesure, et donc qui permet de résoudre le problème de la mesure. C'est donc les fameuses les interprétations à variables non locales. Pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes qui sont dues à cette fameuse expérience de la non-séparabilité ou la non-localité, qui impose, si on restaure l'ontologie, il faut que les entités quantiques auxquelles on a affaire soient liées entre elles. Et en fait, cette interprétation résout le problème de la mesure, mais elle introduit de l'inconnu ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des propriétés qu'on ne pourra jamais sonder. Et aussi, elle introduit un autre type d'étrangeté, comme effectivement un lien. Donc, ça serait plutôt une particule avec une onde pilote qui la contrôle. Et c'est tellement étrange, et le formalisme est tellement complexe que la communauté ne l'utilise pas en général. Voilà ce formalisme. Mais il existe, hein. Il y a encore des défenseurs de cette interprétation-là. Et rien n'empêche que... Et on ne peut pas la réfuter non plus, voilà, puisqu'elle est en accord aussi avec des observations expérimentales. Mais elle est quand même, pour moi, elle est encore contraire à notre perception matérialiste et cartésienne du monde, hein. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, mais on a quelques questions avec le lien entre cette vision du réel et la psychanalyse. Je ne sais pas si vous avez regardé cette partie-là. On nous pose la question du lien avec l'enseignement de Jacques Lacan ou comment on peut définir le réel en lien avec la symbolisation. Mais je ne sais pas si c'est des... là aussi, moi, je me mettrais un peu de l'usage de la physique quantique sur... voilà, pour moi, ça reste un domaine encore inexploré.
inconnu et je pense qu'il faut se méfier. Au niveau symbolique, je n'ai rien contre le fait de dire, voilà, c'est non séparable c'est-à-dire que tous les objets de ce monde, quand même, sont symboles de vérité à d'autres niveaux. Je parle du niveau spirituel et pas le psychique. Je pense que rien ne montre des discours qui seraient effectivement, qui essaieraient d'étendre la physique quantique à la psychanalyse. Pour moi, ça relève de la spéculation et c'est important, à mon avis, de le dire dans ce cas-là. Même si les interprétations aussi, c'est de la spéculation pure. Et c'est important de ne pas l'affirmer dans ce cas-là. De dire que c'est une voilà, qu'on reconnaît, qu'on laisse se déployer notre imagination à ce niveau-là. Une question peut-être liée à votre réponse. Est-ce que vous pensez que du coup, la physique quantique pourrait être enseignée plus tôt dans le parcours scolaire? Ah oui, je suis tout à fait favorable. Moi, je trouve ça dommage qu'on reste avec la physique classique alors que les retombées à la fois sur le plan philosophique, mais aussi sur notre monde actuel, y compris, malheureusement, il y a aussi un rôle non négligeable d'ailleurs dans la crise écologique. Là, on parle beaucoup d'ordinateurs quantiques, puisque M. Macron était à notre université là, pour donner beaucoup d'argent pour les ordinateurs quantiques. Moi, je pense que c'est important que la vulgarisation et l'enseignement, tous les deux, soient faits à un niveau beaucoup plus général. Je pense que c'est très important de parler des scandales de la physique quantique plutôt que des scandales politiques, parce qu'ils affectent, c'est vraiment un scandale, on est quand même face, je veux dire, la science est censée, c'est comme ça qu'on la présente au lycée, nous donner une histoire, nous expliquer des corrélations qui se passent, ça veut dire dans le temps et dans l'espace. Et là, tout d'un coup, l'expérience de la non-séparabilité, par exemple, il n'y a aucune histoire, aucun récit qu'on peut raconter il n'y a rien. C'est non local, ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe localement dans l'espace et dans le temps. Et ça, c'est justement, il y a le livre de Nicolas Fusain dont je vous ai parlé. Il explique cette expérience de non-séparabilité avec des arguments probabilistes sans avoir besoin d'aucun formalisme. C'est quelque chose qui serait tout à fait, qu'on pourrait tout à fait enseigner à l'école, disons au niveau lycée. Il y a besoin juste de savoir ce que c'est que des probabilités. Et je pense que c'est très important que à la fois les élèves et les citoyens soient capables de comprendre des principes. En fait, c'est comprendre qu'est-ce qu'on ne comprend pas exactement et d'être outillés pour participer à des décisions qui sont d'ordre politique, qui sont d'ordre de financement, qui sont, et simplement se nourrir aussi, comme je vous ai dit, de mettre en question la vision cartésienne. Malheureusement, même, je connais beaucoup de chercheurs qui restent encore imprégnés par des visions cartésiennes et qui insistent pour dire que oui, les électrons existent, ils sont là. C'est quand même frappant. Je veux dire, c'est quand même, je veux dire, moi-même, j'ai un peu oublié les énigmes avant que je m'associe à ce groupe de recherche, que je contribue à ces livres en 2005. J'avais un peu oublié ces énigmes. Même quand on m'a enseigné la physique quantique pour la première fois à l'école polytechnique, ce qui m'a fasciné, évidemment, ce monde invisible régi par des lois mathématiques, moi qui adore les mathématiques, on n'insistait pas assez sur les énigmes. On nous donnait les postulats, en fait, la façon dont c'était… Bon, ça a progressé depuis, même à l'X. C'était des postulats et les élèves sont un peu… Même au niveau d'université, je trouve qu'il y a encore des progrès à faire sur la pédagogie. Et la façon dont Nicolas Gisin, par exemple, aborde la non-séparabilité, je trouve ça très intéressant. Et on nous a pas, à l'époque, on ne parlait pas de la non-séparabilité. Maintenant, c'est inclus dans le programme de l'X, mais pas pour ma promotion, par exemple. Pour moi, c'est primordial. C'est primordial parce qu'il y a quand même des options philosophiques qu'il faut absolument laisser tomber, puisqu'elles parlent quand même du monde sensible. Et en plus, le matérialisme est utilisé comme une arme contre la spiritualité. Donc, je ne vais pas utiliser notre ignorance, nos limites de la science pour montrer quoi que ce soit et pour boucher les trous de notre ignorance par Dieu, parce que ce n'est pas un bouche-trou, parce que ça serait complètement symétrique à ceux qui disent on comprend tout, donc l'hypothèse de Dieu devient farfelue, c'est ce que disait Laplace. Pour moi, les deux sont des miroirs en abîme. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est l'affaiblissement du matérialisme, qui, lui, est utilisé comme outil contre la spiritualité. Quand on parle de niveau de réalité aussi en physique quantique et qu'on en parle aussi en spiritualité,
Ça veut pas dire qu'on parle des mêmes niveaux de réalité, évidemment, parce que je ne crois pas, mais ça veut dire qu'on a le droit d'avoir d'autres types de discours qui sont qui sont effectivement, on parle de, je sais pas, Rumi et Shams qui se retrouvent alors qu'ils sont dans des endroits différents. Et ben, en fait, c'est un cadre spirituel, en tout cas le soufisme offre un cadre qui fait que la physique quantique ne me trouble pas quelque part. Quelle est une approche apophatique du réel? On a quand même une approche apophatique aussi du réel avec grand R. Donc, quelque part, il y a des résonances qui font que je ne suis pas choquée que la physique quantique m'amène à renoncer effectivement à saisir ce que c'est que ce réel. Voilà. Merci beaucoup. Et dans le prolongement de cette réflexion sur l'éducation, comme nous avons un auditoire qui est concerné par la démarche spirituelle que vous venez d'évoquer, une question de Marie-Paul qui est de savoir, selon vous, je vous la lis telle quelle, selon vous Inès et votre démarche de ce soir, que doit-on s'approprier au regard de ces éclairages pour avancer dans nos vies, nos actions spirituelles de ce jour? Merci. Oula, c'est une grande question. C'est très difficile. J'éviterai de donner une recette toute prête, parce que justement, ce sont les recettes qui me font peur un peu. Je dirais que se méfier justement des recettes, je dirais d'abord, qui sont servies sur un plateau. Avoir l'esprit critique, hein, j'aime beaucoup citer Ibn al-Haytham quand je parle de l'histoire des sciences, qui disait qu'il faut être l'ennemi de ses propres mêmes convictions. Ça ne veut pas dire on a besoin de repères, ça ne veut pas dire qu'on remet tout en doute. Mais je crois que c'est comme le schéma cartésien qui est remis déjà en cause, sans que finalement on en parle assez, je trouve, hein, puisqu'il est toujours il sous-tend toutes nos approches, tous nos raisonnements. Et pour la spiritualité, je dirais que il y a quelque chose la science, évidemment, c'est une voie intéressante, mais je pense que pour approcher le réel, on a besoin d'autres voies alternatives. Et je pense que la poésie et les arts ont une place très importante. Dans la voie contemplative, je dirais aussi, la place du beau, hein, c'est vraiment être sensible à ce beau. Je pense que dans l'éducation, justement, on a tendance, par ce scientisme ambiant, à favoriser toujours des formations purement intellectuelles, à utiliser les maths, encore une fois, même si j'aime beaucoup les maths, comme critère de définir ce que c'est que l'intelligence, à penser que les maths, c'est une voie de vérité, que ce qu'on trouve en mathématiques, c'est une vérité absolue, alors qu'en fait, on sait qu'il y a des théorèmes de Gödel qui remettent là aussi une axiomatique, hein, c'est vraiment on part d'axiomes, il y a une incomplétude, même dans les démonstrations mathématiques, aimer peut-être explorer les paradoxes qui existent, qui sont accessibles parfois, qui sont bien vulgarisés. Par exemple, il y a un livre d'Hervé Zwirn, un Suisse qui fait le parallèle, d'ailleurs, qui est une partie mathématique, une partie physique quantique, que je vous conseille, c'est un gros livre. Et donc, je crois qu'on a cette tendance à favoriser la formation de cadres aux dépens à la fois des métiers manuels, de l'artisanat, des arts, de la poésie, de la littérature, et à considérer que les scientifiques sont toujours plus… vous voyez, il y a de plus en plus de considération dans la société, ou qui sont capables de donner ce que c'est que le critère de vérité, ou qui sont capables effectivement, on a tendance à avoir confiance parce qu'ils ont soi-disant une démarche scientifique. Et ben non, moi je pense que c'est ça que je trouve intéressant dans la physique quantique, c'est que le réel qui nous échappe, qu'on approche, vous voyez, on fait des esquisses après tout, on est dans c'est vraiment le voile qui est là, et on arrive quand même à dessiner quelque chose. C'est un peu comme la démarche d'un artiste. Et je pense que remettre dans l'éducation aussi, c'est très important de donner toute la place à la poésie. On n'apprend plus assez de poèmes et les arts, effectivement, que ça commence même très tôt. Et je crois que tout ça avait toute sa valeur dans l'approche de l'indicible, dans la connaissance de l'indicible. Cette connaissance par le goût, par la saveur, qui maintenant…
effectivement, régresse quelque part parce qu'on croit qu'il faut avoir une connaissance par la logique, par les méthodes scientifiques. Et réhabiliter ces voies de connaissance, je pense qu'il faut mobiliser toutes ces capacités-là, qui ne sont pas purement démonstratives, on va dire, de méthodes démonstratives, mais qui finalement suscitent, qui en fait font appel à des facultés du cœur, le cœur pas nécessairement comme lieu des sentiments, puisqu'il a toute sa place dans la mystique musulmane. Mais bon, je vais peut-être m'arrêter là. Je ne sais pas si je vous ai donné des pistes, mais bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que effectivement, personnellement, moi, je crois que le soufisme pour moi est une voie, hein, mais pour d'autres, je pense que pour le christianisme et le judaïsme, il y a malheureusement des arbres asséchés de spiritualité, parce que, y compris aussi dans la théologie, on va dire, formelle de l'islam, on a cette tendance comme je disais tout à l'heure, avoir cette vision mécaniste du salut, à croire dans une causalité entre nos actions, nos rites et le résultat. Et on peut être déçu, on peut croire, l'émir d'ailleurs dans les Hades critiquait aussi cette tendance à croire que quand on prie Dieu, on a un rapport avec Dieu qui est plus celui de le prier pour réaliser certaines choses. Et en fait, ces schémas sont dominants malheureusement. Et nous avons, même en tant que scientifiques, nous n'avons pas non plus les outils qu'avaient, à mon avis, des scientifiques qui étaient imprégnés par la spiritualité, de pouvoir donner sens à notre pratique scientifique. Et donner sens, ça manque dans tous les métiers finalement, y compris les arts maintenant, qui sont profanes, on va dire, y compris la plupart des métiers ont perdu leur portée métaphysique, leur portée leur statut de réalisation spirituelle. Donc on passe beaucoup de temps finalement à faire des métiers d'une façon aussi mécaniste, malheureusement, souvent, sans recherche de sens. Et je pense qu'il n'y a pas de sens à avoir une quête de vérité sans sens. Voilà, un peu mon... Merci infiniment, Inès Safi, pour ce très bel exposé et pour cette invitation à la perspicacité et cette remise en cause des certitudes scientifiques. C'est vrai, je pense que vous l'avez assez bien dit. Ce qui est dommage, c'est qu'il faut sans doute faire de la physique ou des mathématiques à assez haut niveau, des études supérieures, pour se rendre compte qu'il n'y a pas de certitude, justement. Ah non, il n'y a pas besoin, je vous assure. Lisez le livre de Nicolas Gisin. Il n'y a pas besoin d'avoir des outils sophistiqués pour comprendre que... Non, mais je parlais de l'école. Ah, oui. Malheureusement, dans l'école, on apprend effectivement cette vision un peu mécanique jusqu'aux études supérieures. Merci infiniment. Donc, nous clôturons cette conférence et cette saison 2020-2021 de Conscience Soufie, en tout cas pour les événements en ligne. On a encore quelques ateliers de calligraphie les week-ends prochains. Alors, peut-être, je laisse la parole à Éric Geoffroy pour dire un dernier mot. Oui, merci beaucoup, Lubna. Merci infiniment, Inès. Le fait est que nous sommes connus lors d'un groupe donc de recherche sur les rapports entre science et religion en islam, il y a une dizaine d'années ou même un peu plus. Et pour ma part, j'ai été stupéfait, je reprends le mot de la stupéfaction, la hayra, émerveillé par ma découverte de la physique quantique, de la relativité d'un côté et surtout de la physique quantique de l'autre, en partant de ma propre épistémologie, de ma propre démarche et de mes connaissances dans le soufisme. Et sans concordisme aucun, j'ai comme écrit là-dessus, entre l'œuvre, j'aime pas le mot doctrine, parce qu'Ibn Arabi est tellement multiforme, entre l'œuvre d'Ibn Arabi, entre l'enseignement d'Ibn Arabi et la physique quantique, il y a des évidences, il y a des connivences et des convergences qui sont évidentes. Et
Voilà, mais comme l'a très bien dit Inès, il faut être prudent. Il faut être très, très prudent, éviter le concordisme. Et ce groupe de recherche avait été créé justement pour dépasser le concordisme qu'on trouve souvent dans la population musulmane, c'est-à-dire le Coran est vrai puisque telle ou telle découverte scientifique datée de telle ou telle époque, eh bien, confirmerait par un verset allusif, donc confirmerait le Coran. Donc, mais voilà, il y a l'approche apophatique du réel, le seul de relation existe, la grande perplexité, enfin, et beaucoup d'autres thèmes. Moi, je m'étais amusé à traduire en prenant les termes d'Ibn Arabi, traduits en français, et puis certains physiciens, alors croyants en général, chrétiens ou bien musulmans, et ils disaient la même chose. Alors, ce sont des Ibn Arabi, donc 12e siècle, et ces auteurs qui sont du 20e ou bien du 21e. Voilà. Alors, après se pose en effet la question de l'épistémologie, c'est-à-dire la science de la connaissance. Est-ce qu'on est dans les mêmes paramètres, dans les mêmes pour moi, il y a comme des choses très fortes dans cette convergence. Et j'en ai pour preuve lorsque je fréquente parfois la Société Ibn Arabi en Angleterre, Oxford ou bien à Londres, et que j'ai parlé avec des chercheurs, notamment des physiciens, des mathématiciens et physiciens qui travaillent sur l'œuvre d'Ibn Arabi et qui se nourrissent de l'œuvre d'Ibn Arabi. Voilà, donc encore merci Inès pour ta participation. Et pour ce moment passé ensemble. Oui, et c'est vraiment, enfin j'insiste là-dessus, je pense que pour moi c'est un signe, cette convergence avec prudence entre la métaphysique traditionnelle, qu'elle soit islamique, mais elle peut être taoïste, elle peut être hindoue, avec la non-dualité par exemple, et la physique quantique n'est pas fortuite, n'est pas anodine, et pour moi c'est un signe majeur. Donc j'en profite et donc Rita Mouroumesk, donc nous finissons cette saison bellement, donc avec cette intervention d'Inès, et nous la remercions encore. Cette saison, voilà, vous avez pu voir que nous avons invité différents intervenantes. Nous essayons de faire lever la patte d'une conscience qui ne sait pas encore ce qu'elle est, parce qu'elle n'a pas à se définir elle-même, elle a à être. Non. Un des messages, je crois, de ce que tu as dit, Inès, c'est que nous ne cherchons pas l'avoir, mais l'être. Soyons dans l'être. Et les musulmans parfois cherchent à avoir, ça peut se comprendre dans des contextes postcoloniaux, on va dire, avoir un Coran qui dit comme les découvertes occidentales contemporaines. Non, le Coran, c'est l'être, c'est pas l'avoir. Je n'ai pas le Coran. Au lieu de chercher des preuves, on est dans l'épreuve. Voilà, exactement. Voilà, donc nous émerveillons nous-mêmes, enfin tous ceux qui contribuent à Conscience Soufie, lorsque nous intervenons lors d'éveil spirituel, lorsque nous invitons des personnes diverses, et nous essayons précisément de préserver ce pluralisme qui est fondamental d'ailleurs en islam et dans le soufisme. Et donc, nous nous retrouvons en septembre, d'ailleurs, pour une suite d'interventions et d'interrogations sur Ibn Arabi, précisément. Donc, je crois que le lien, pour moi, il est là, entre ton intervention, donc à la fin de cette saison et les débuts de l'autre, où nous aurons donc plusieurs panels, enfin plusieurs interventions et échanges et vidéos, sur cette complexité que tu as citée au début, cette complexité que représente l'œuvre d'Ibn Arabi, tout simplement parce qu'elle est fondée sur le Coran. Mais sans concordisme, Ibn Arabi s'est toujours défendu d'être concordiste, je dirais, entre sa pensée et le Coran. Simplement, sa doctrine et sa métaphysique est complètement procède du Coran. Merci. Voilà, donc, oui, je t'en prie.
Donc, on va essayer d'être à la hauteur hein, c'est l'humilité du scientifique, finalement, hein, que tu as très bien mis en exergue aujourd'hui. Hein, l'humilité hein, du spirituel et du scientifique, et du vrai scientifique. Oui. Du vrai spirituel et du vrai scientifique. Nous ne possédons rien. Et comme disent certains chers, il faut soustraire. Donc, on retrouve l'ilm salb, la science apophatique, hein, la science négative, aussi bien en spiritualité islamique notamment qu'en science de pointe. Il faut toujours soustraire, et c'est ainsi en nous vidant de nous-mêmes que le réel, avec un petit R ou bien avec un grand R, en fait, nous investit. Merci à vous. Merci. Bel été. Je vous souhaite à tous un bel été. Merci infiniment. C'est un grand plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Au plaisir, j'espère, de notre rencontre en direct.